Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité alsacienne en direct, comme chaque soir de la semaine, c'est 24 heures en Alsace. Accrochez-vous bien, je vous emmène voler au-dessus de l'Himalaya ce soir avec un club strasbourgeois qui s'appelle RL qui accueille une star de la discipline, il s'appelle Antoine Girard, il viendra présenter à Strasbourg 2 de ses films. Événement exceptionnel autour du handball féminin, ça sera ce week-end du côté de Strasbourg, on va donc parler handball dans cette émission avec Marine Zis tout à l'heure dans Top Sport, on parlera également de basket avec la défaite de la SIG contre Monaco, la SIG New Look avec des joueurs qui arrivent, on parlera aussi de hockey sur glace avec l'incroyable remontada des hockeyeurs mulhousiens, c'était ce week-end, on parlera cross, on parlera football également dans Top Sport. Et puis comme chaque lundi, on parlera gastronomie avec Nicolas Riffel qui vous emmène du côté de Haguenau. On va parler curry, poisson et fruits exotiques. Tout ça dans un restaurant qui s'appelle Grand Sel. Ça ne s'invente pas. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT, à 2 mois du premier tour des élections municipales. Nous vous proposerons cette semaine un aperçu des candidats déjà déclarés avec une première étape à Strasbourg. Venus d'Allemagne, les Stolpersteine se multiplient sur les trottoirs alsaciens. Ces pavés rendent hommage aux victimes du nazisme. Enfin, nous irons au musée Vaudou de Strasbourg pour une visite des plus particulières, un jeu de rôle dans un décor exceptionnel. Dans 2 mois, très exactement, se tiendra le premier tour des élections municipales. Si les candidats ont jusqu'au 27 février pour se déclarer, ils sont déjà nombreux à avoir débuté leur campagne. À Strasbourg, le maire Roland Ries achève son 2e mandat et ne se représentera pas. Et pour lui succéder, les paris sont ouverts. Parmi les premiers candidats annoncés figurent notamment 3 de ses adjoints. Adrien Labi fait le tour des forces en présence. Dans la capitale alsacienne, ils sont pour l'instant 7 à briguer la place de maire. Jeanne Barséguian était l'une des premières à se lancer dans la bataille. La conseillère municipale mènera la liste Strasbourg écologiste et citoyenne, qui rassemble des membres des Verts, de différents partis de gauche et des citoyens. À gauche toujours, Mathieu Kahn, adjoint au maire et conseiller départemental, sera tête de liste pour le Parti socialiste. Il aura la tâche difficile de conserver la mairie à gauche. Pas de parti politique derrière Chantal Cutajar. L'adjointe à la démocratie locale fait cette fois cavalier seul avec sa liste citoyens engagés. Sans surprise, le premier adjoint au maire, Alain Fontanel, se présentera au nom de La République En Marche, dont il a obtenu l'investiture, emportant à sa suite plusieurs membres de l'actuelle majorité municipale. Nouveau venu dans l'arène, Kevin Loquet de la France Insoumise mènera la liste Strasbourg en commun, aux côtés de Améris Amblard de Génération. Conseillère régionale, Aubeline Duparc a pris la tête de la liste Rassemblement National à Strasbourg, après le retrait du candidat investi au départ. Enfin, Jean-Philippe Vetter, actuel conseiller municipal d'opposition, a réalisé l'union des droites et du centre et part au front avec l'investiture des Républicains. Et à noter que l'inscription sur les listes électorales est toujours possible jusqu'au 7 février, une démarche qui peut se faire en mairie ou en ligne. Et la plupart des mairies recherchent des assesseurs. À Strasbourg, les personnes intéressées ont jusqu'au 20 janvier pour s'inscrire. Il faut être disponible 5 ou 10 heures le jour des élections afin d'accueillir les votants et participer au dépouillement. Seule condition, figurer sur les listes électorales de Strasbourg. Un mot sur les grèves maintenant, les grèves contre la réforme des retraites. Plusieurs centaines d'avocats se sont une nouvelle fois réunis sur les marches des palais de justice de Mulhouse et Strasbourg aujourd'hui pour dénoncer le projet de réforme de leur régime autonome. En grève depuis une semaine, les 1100 avocats de Strasbourg devaient décider ce soir des suites à donner à leur mouvement. Et d'autres rassemblements sont programmés demain. À Strasbourg, les syndicats appellent l'ensemble du monde du travail à manifester à partir de 14h place Kléber. Les cantines scolaires seront donc fermées demain, mardi, ainsi que ce jeudi. Et du côté des trains, l'amélioration du trafic se poursuit. La SNCF annonce un trafic presque normal dans l'Est pour demain. Cela fait 41 jours que le mouvement a débuté. On les appelle les Stolpersteine, littéralement des pierres sur lesquelles on trébuche. Sur chacune d'entre elles figure le nom d'une victime du nazisme, et vous en avez peut-être déjà vu. Depuis l'an dernier, ces pavés, créés par un artiste allemand, se multiplient sur les trottoirs alsaciens. De quoi pousser le piéton à s'arrêter un instant et découvrir un pan du passé. Il y a quelques jours, des membres de SOS Racisme sont venus de Paris pour rencontrer les associations locales qui portent ce projet. Adrien Labi. 19 boulevard Clémenceau à Strasbourg.
Au sol, sur le trottoir, 4 plaques rappellent qu'ici vivaient Robert et Lucie Brunswick, ainsi qu'Albert et Florentine Marx. 4 personnes des plus ordinaires, qui toutes furent déportées et assassinées à Auschwitz en 1944. Installés par l'association Stolpersteine, ces pavés en laiton entendent faire acte de résistance face à l'oubli, rendre visible ce que le nazisme a tenté d'effacer. C'est symbolique puisqu'elles sont posées derrière le dernier lieu de vie. Elles sont ancrées dans le sol comme si cette personne était ancrée dans le paysage pour montrer qu'un jour elles ont été là, elles sont passées, elles ont vécu et que malheureusement elles ont disparu puisque une idéologie surtout a décidé que ces personnes n'avaient plus le droit de vivre. Du coup nous on ancre ces personnes, c'est pas qu'on leur donne une stèle puisque c'est pas vraiment une stèle mais on les humanise un petit peu puisque ces gens-là en général n'ont pas de stèle et on les ancre vraiment dans le paysage pour qu'on se souvienne d'eux. Créés en Allemagne, ces Stolpersteine se multiplient dans toute l'Europe. Venus les découvrir aujourd'hui, un groupe de jeunes de SOS Racisme. Tous prennent part à une initiative appelée Salam Shalom Salut. Objectif, réaliser un tour de France des structures associatives et scolaires pour échanger autour des questions d'identité et de discrimination. Dans un contexte de résurgence des actes antisémites en Alsace, il était tout naturel pour ces jeunes militants de s'intéresser aux crimes nazis. C'est quelque chose que je connaissais pas et c'est une très belle découverte parce qu'à SOS Racisme, on lutte contre les discriminations, toutes les formes de discrimination, les formes d'exclusion. Donc le travail de la mémoire sur les crimes contre l'humanité, sur la Shoah, ça nous parle énormément. Donc on a appris en plus que ce travail sur ces pavés, en fait, ça vise aussi à individualiser la mémoire, à montrer que ce sont des personnes qui ont été tuées et en fait on ne se contente pas de se rappeler d'une masse, mais bien de personnes qui ont été assassinées pour ce qu'elles étaient. La rencontre se conclut aux archives départementales du Bas-Rhin. Derrière chacune de ces Stolpersteine, un important travail de recherche historique. Pour les jeunes activistes, l'après-midi aura été fructueuse. Ils repartent de Strasbourg avec des idées plein la tête. C'est aussi quelque chose qui est très concret pour faire diffuser un message. Et ça aussi, pour nous, c'est politique. Et on soutient ce genre de projet totalement, voire ça peut nous inspirer pour la suite. Et pour ce qui est du travail de mémoire, c'est hyper important pour nous de toucher la jeunesse. On a un pôle éducation dans notre association nous-mêmes et ça peut aussi être des exemples pour ne pas oublier, pour ne pas tomber dans le négationnisme. Regardez ce qui s'est passé avant, il faut entretenir cette mémoire absolument et voire même faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, c'est pas anodin. À ce jour, 20 Stolpersteine ont été posés à Strasbourg, 14 nouvelles le seront en 2020 dans la capitale alsacienne. Ouvert il y a 6 ans à Strasbourg, le Château Vaudou rassemble une collection unique d'objets vaudous. Cette culture encore très présente dans certains pays d'Afrique, notamment le Bénin. Si le musée a ses habitués qui reviennent à chaque nouvelle exposition, il s'attelle néanmoins à présenter ses collections autrement pour attirer de nouveaux publics. Ainsi, il organise des jeux de rôle grandeur nature. Ce week-end, une trentaine de personnes se sont donc donné rendez-vous dans ce lieu, vraiment pas comme les autres. Ils ont chacun découvert leur rôle pour la soirée, ainsi que les règles du jeu. La suite, c'est quelques heures d'enquête, résumées par Cécile Motz. Ils sont pris au piège. Alors que la nuit est tombée, 27 Strasbourgeois se retrouvent enfermés au Château Vaudou. Un esprit malfaisant a bloqué ces curieux venus visiter le musée. Chacun doit alors y mettre du sien pour sortir. Propriétaire du musée, divinité, journaliste ou maire, chaque participant a revêtu une nouvelle identité pour l'occasion. Je me demandais si c'était habituel ce qui se passait ici, les lumières qui s'éteignent, les portes qu'on n'arrive pas à ouvrir. C'est peut-être à cause du lieu ancien, je sais pas. Ce début janvier n'a pas été pris au hasard pour cette murder party. La culture vaudou est encore bien présente dans certains pays, notamment au Bénin. Et le musée mise sur ce jeu pour faire découvrir le lieu autrement et attirer de nouveaux visiteurs. Nous, notre but, c'est vraiment de casser les clichés sur le vaudou, expliquer qu'il n'y a pas de poupée avec d'aiguilles, etc. Et grâce à ce jeu, on arrive à être vraiment dans le sérieux, même si c'est très ludique. On a réussi à expliquer que c'est une croyance qui est encore très pratiquée, qu'elle permet de célébrer tous les moments de la vie. Aux manettes de la Murder Party, d'autres Strasbourgeois, spécialistes des jeux d'énigmes. Dose Escape Room fait vivre ici l'univers vaudou. La Murder Party, c'est un jeu social en fait. Le but, c'est de se sociabiliser, c'est de discuter avec les gens. Même si le personnage, on le maîtrise pas trop, c'est d'aller à la rencontre des autres en fait. C'est de discuter avec eux. Du coup, après, ça dépendra des caractères et ça dépendra de comment est-ce qu'on a compris son personnage aussi.
Lui est maître du jeu et encadre les 27 participants qui peuvent parfois être incontrôlables. Allez, mettez un peu d'ambiance, quoi. Il y a besoin de bonheur, venez me voir. Après 3 heures de jeu, il est l'heure du retour à la vraie vie. Moi j'étais le maire, donc le maire un peu véreux. Mon objectif principal c'était de trouver une divinité pour me protéger. J'étais Camille, donc une personne tourmentée par les esprits. Donc en fait j'avais comme but de me libérer de ces esprits. Donc j'étais assez traumatisée, un peu schizophrène sur les bords. Je pense que je faisais un peu flipper tout le monde. On se prend au jeu assez rapidement et on s'aperçoit que tout le monde joue son rôle et on n'hésite pas à les mener en bateau parce que de toute façon on a des consignes de jeu et puis on y va à fond, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez amusant de discuter, d'échanger avec différentes personnes au fur et à mesure de la soirée. Parfois en ne sachant pas si c'était leur personnage qui parlait ou si c'était la personne en elle-même. Comptez 35 € pour la soirée. Une nouvelle Murder Party au musée Vaudou sera proposée en février dans le cadre du festival Strasbourg Mon Amour. Entre jalousie et crime passionnel, il faudra déchiffrer les énigmes. Avis aux amateurs. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. EY a dévoilé son classement de l'attractivité et c'est une surprise. En Europe, c'est la France qui séduit le plus les dirigeants étrangers devant la Turquie et l'Allemagne. Les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est ont attiré à elles 45% des décisions d'investissement. Et si on grossit le Grand Est, devinez où se situent les investissements. Une autre étude du Collège international des sciences territoriales mesure, elle, les territoires attractifs ou à l'inverse répulsifs. Les villes en bleu sont attractives, celles en rouge répulsives. Verdict, Colmar est attractif, Strasbourg suscite autant d'attraction que de répulsion, et Mulhouse est sous-estimé et n'apparaît pas spontanément dans les villes citées. Merci beaucoup Anna pour ce JT, on retrouve demain bien sûr, même heure, même place, et on va accueillir les invités de la première partie de ce 24 ans en Alsace, Marine Zis avec qui on parlera sport notamment tout à l'heure, et Pascal Morlot qui va vous emmener dans l'Himalaya, dans Karakoram plus précisément, avec des images exceptionnelles de parapente, tout ça juste après la météo de Célia. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mardi 14 janvier. C'est une journée plutôt lumineuse qui nous attend avec quelques passages nuageux en matinée mais qui laissera pas mal de place au soleil sur l'ensemble du territoire transfrontalier comme vous le voyez, avec un grand soleil toutefois prévu dans le nord de la Suisse. Côté Mercure, on sera au-dessus des normales de saison en ce mardi matin, jusqu'à 6 degrés prévu du côté du col de Saverne, 4 degrés ce sera pour Wissembourg ou encore pour Colmar, 3 degrés. La minimale du territoire alsacien ce sera pour Mulhouse. L'après-midi, les nuages gagnent du terrain, notamment du côté d'Offenbourg ou encore de Karlsruhe. Des nuages également dans le nord du territoire alsacien, notamment du côté d'Haguenau ou encore de Wissembourg. Pour le reste de l'Alsace, on restera sur la même lignée que la matinée. Toujours un grand soleil du côté de Bâle. Côté Mercure, on gagne quelques degrés en après-midi, avec jusqu'à 7 degrés pour Saverne, 9 degrés pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse, 10 degrés la maximale, ce sera pour Colmar. On passe maintenant à nos prévisions de mercredi, avec une magnifique journée en perspective, un joli soleil pour tout le monde et des températures très agréables. On est presque au printemps, 14 degrés prévus sur l'ensemble de l'Alsace mercredi après-midi. Mardi, nous serons donc le 14 janvier, nous fêterons les Nina, bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 8h17 pour nous dire au revoir à 16h58 et on gagne encore 2 minutes de soleil. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Installez-vous confortablement, je vous emmène en Asie, voler au-dessus de l'Himalaya notamment avec Pascal Morlot. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous faites partie d'un club strasbourgeois qui s'appelle RL, un club de parapente, et vous accueillez ce vendredi à Strasbourg, je ne sais pas comment il faut dire, une star, une légende de la discipline, Antoine Girard, qui viendra présenter 2 de ses films. Chaque sport, comme dit oui à ses stars, ses légendes. Antoine Girard, c'est quoi dans le monde du parapente? C'est aujourd'hui l'un des meilleurs parapentistes au monde et dans sa discipline qui s'appelle le vol bivouac. Le vol bivouac, en 2 mots En 2 mots, c'est-à-dire qu'il va parcourir des milliers de kilomètres en vol avec un équipement tente, couchage, nourriture, réchaud, piolet, crampons. Il va aller dans des très très hautes altitudes, entre 7 et 8000 mètres, et il va parcourir des milliers de kilomètres en vol en s'aidant des courants thermiques.
Vous l'accueillez à Strasbourg donc ce vendredi soir pour une soirée exceptionnelle où il vient de présenter 2 de ses films, Voyage au-dessus de la Concagua et Lost in Karakoram. Le Karakoram, c'est un massif dans le nord du Pakistan. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Le Golden Pillar sur le Golden Peak, c'est magnifique. Alors les images sont absolument incroyables, c'est à la fois, il faut dire, une performance sportive en termes de pilotage, c'est aussi un excellent film qui a reçu plusieurs prix, il allie les deux en plus. Oui, il allie les deux, il a été décoré à la Coupe Icare cette année, il a eu l'Icare d'or du cinéma d'aventure. Qui fait référence depuis des années et des années. Voilà, la Coupe Icare, c'est le plus grand rassemblement mondial de parapentistes. Et voilà, donc c'est le meilleur prix qu'il ait pu recevoir. En termes de technique, de sportivité, c'est aussi une performance ou c'est plus l'expédition, l'aventure qui magnifie le vol bivouac, c'est à la fois les deux. Parce qu'ils vont rencontrer des thermiques qui sont extrêmement puissants. Alors des thermiques, pardon, c'est des courants ascendants qui portent les courants ascendants qui vont porter à peu près 10 mètres secondes. Ce qui fait 36 km/h, donc c'est des courants très 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 puissants. Pardon, mais on est en haute montagne, il fait quand même très froid, il y a des courants ascendants, parce que on vole avec l'air chaud, a priori il y a de l'air chaud à 6000, 7000, 8000 mètres d'altitude. Tout à fait, donc vous avez le soleil qui réchauffe la montagne, et comme il fait très froid, la moindre bulle d'air chaud qu'il y a, elle va monter très 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 facilement. Oui, pardon. En montagne, souvent, du fait des reliefs, des glaciers, de la roche, les thermiques sont exceptionnels. Du coup, oui, ce type de pilotage, c'est réservé à l'élite des pilotes ou... Oui, il faut bien me dire ce que fait Antoine, c'est vraiment l'élite mondiale. Il a défriché aussi pas mal de sentiers, il a traversé la cordillère des Andes, il a fait des vols de 3000 km, de 1200 km. Il détient à ce jour le record du monde d'altitude de 8157 mètres en survolant le Broad Peak. Qui est un des plus hauts sommets, pareil, de l'Himalaya. Voilà, de l'Himalaya, ouais. C'est vraiment... Et puis, ce qu'il y a de bien chez Antoine, c'est quelqu'un de très humble, comme chez beaucoup de parapentistes. C'est des gens qui savent garder une très très grande humilité dans ce qu'ils font. L'accueillir à Strasbourg, c'est l'occasion de présenter ses films, dont l'un n'a jamais été encore, pour l'instant, présenté au public. C'est aussi, comme dit, ce qui est important, ça va être les questions, ça va être l'échange avec lui. Voilà, c'est l'échange. On a fait venir... Il y a des gens qui viennent de très loin ce vendredi, qui vont venir de Nancy, de Mulhouse, parce qu'on a fait venir une grande pointure du parapente. Et puis, c'est un échange avec quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, c'est un peu comme si on accueillait Kylian Mbappé. Voilà, c'est le Mbappé du parapente, pour bien situer. Voilà. Vous êtes un club qui est basé à Strasbourg, avec des gens de un peu toute la région qui... le quotidien, c'est plus les Vosges. Les Vosges, c'est un bon massif pour le parapente ou c'est un peu limité forcément par rapport à ce qu'on vient de voir? Non, c'est pas limité du tout. On a des sites très proches. On en a un dans le Val-de-Villers, on en a un à Reinhardt-Münster. Et pour vous dire, pour les grands vols, par exemple, Reinhardt-Münster qui se trouve près de Saverne, on a des compétiteurs qui ont fait des vols de distance et qui se sont posés à Dijon. Alors on décolle d'une petite colline qui fait 500 mètres d'altitude et avec les courants ascendants, on va arriver à faire des distances assez exceptionnelles aujourd'hui. Comme ça paraît assez compliqué, mais c'est plutôt accessible pour tous. Marine est toujours très intéressée par ce genre de choses. On va la convaincre, on va la faire venir à une séance de Pentecôte. Non, c'est très facile. Aujourd'hui, les voiles sont devenues vraiment très faciles, très simples à piloter. On voit des jeunes gens qui ont 18-20 ans en 2-3 séances de Pentecôte. La Pentecôte, pardon, c'est ce qu'on voit sur les images. C'est une petite colline suffit parfois si elle est bien orientée. Voilà. Et on fait un vol de quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Voilà, c'est exactement ça. Une petite colline bien orientée, comme on le voit là. On va gonfler la voile, on va courir, s'élancer, faire ce qu'on appelle un saut de puce. C'est un petit vol de 2-3 mètres de haut. Et une fois qu'on maîtrise bien les sauts de puce, les moniteurs décident si l'élève est apte. Et on va faire ses premiers grands vols dans les Vosges. On commence en binôme, attaché, ou on se lance un jour tout seul Pas du tout, on part seul, comme un saut de puce. Marine, vous êtes prête? Prête, mais il faut un peu de courage quand même, quoi. J'ai une question bête. Moi, j'ai cru comprendre une fois que quand on est en parapente, en vol, on n'a pas le vertige. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, c'est mon cas.
Si je monte sur un escabeau ou sur un balcon, je suis vraiment pas à l'aise du tout. Mettez-vous sur le tabouret pour voir. Non, et en vol, on n'a pas Non, dès que les pieds quittent le sol, on perd la sensation de vertige. Et voilà, c'est vrai qu'on a des sensations énormes, une intensité au niveau émotionnel qui est exceptionnelle. Voir tout de haut, les massifs, les glaciers, on voit les animaux, les chamois. On cède aussi des rapaces qui tournoient comme nous dans les courants d'air chaud. C'est un bon indicateur, ça veut dire qu'on surveille la faune autour. Oui, ce sont des très très bons indicateurs. Les rapaces sont les meilleurs indicateurs. C'est les meilleurs amis des parapentistes. C'est exactement ça. Pour finir, le seul, quand on vous accueillez Antoine Girard, c'est un petit peu le rêve. Enfin, le club fait aussi ce genre de voyage, alors pas forcément aussi loin et aussi compliqué, mais le but c'est aussi d'aller voyager de massif en massif, de pays en pays avec le parapente. Oui, aujourd'hui on peut aller n'importe où dans le monde et voler. On a déjà fait des voyages en Espagne, en Italie, dans les Balkans, en Autriche, en Sicile. On peut voler partout aujourd'hui avec le parapente. Ça s'appelle, c'est ce vendredi soir à Neudorf. À Neudorf, il reste quelques places. Il reste une quarantaine de places. Donc si les gens sont intéressés, dépêchez-vous. Sur le site www.rl.org/Girard. Les dernières places pour cette soirée et découvrir ces deux films assez exceptionnels dont on a vu quelques extraits. Voilà. Merci beaucoup Pascal d'être venu nous présenter ces films ce soir et cette soirée, cette discipline. C'est vrai qu'on en aperçoit quand même régulièrement dans les Vosges. Et puis Marine, quand vous vous lancerez, vous nous ferez signe. Allez, on va parler sport dans quelques instants avec un gros week-end de handball féminin notamment qui se prépare à Strasbourg. C'est juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et le lundi soir, on parle sport sur Alsace 20, c'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Au sommaire, la saison de cross bat son plein, focus sur une compétition barinoise qui a réuni plusieurs athlètes nationaux et internationaux aux drôles de tenues. Un week-end plutôt morose pour les footballeurs de Schiltigheim et aussi pour les basketteurs de la SIG. Et enfin, retour sur le scénario du week-end, un match plein de rebondissements du côté de la patinoire de Lilleberg à Mulhouse. Tout ça est au programme de ce soir, mais on va surtout parler de handball avec un événement autour du handball féminin. 3 clubs alsaciens se sont associés, alliés pour vous proposer un sacré plateau. Ce sera samedi et dimanche prochain à la salle de la Rotonde à Strasbourg. Et pour ça, du coup, 3 clubs, 3 invités. Au garde à vous et en tenue de grande soirée, Aurélien Durafour, Maxime Pistola et Marc Schirmer, respectivement de l'ATH, la Renheim Prêcheur Handball, la SPTT Strasbourg et les Sables, le club de Strasbourg Schiltigheim. Aurélien, d'où est partie l'idée de cette grande soirée dédiée au handball, mais au handball féminin surtout? L'ATH avait un problème d'infrastructure. Il y a des travaux au gymnase à Trüschersheim et on a sollicité la SPTT puis les SAB pour bénéficier de leur infrastructure, et plutôt que de le faire de manière complètement séparée, on s'est dit qu'il était peut-être plus logique et beaucoup plus moderne d'organiser un événement dans une seule salle qui nous éviterait de se partager le public. Pour faire la promo du handball féminin en plus. Alors on parle de handball féminin, vous êtes 3 hommes du coup en plateau ce soir, et ça montre que c'est les coachs pour l'instant tiennent, les filles sont sur le terrain et les coachs sont sur le banc, quoi. Maxime, c'est votre place tous les samedis. Oui, c'est ça. Allez, on parlera de cette actu et puis de l'actu de vos clubs respectifs dans un instant. On commence, Marine, je ne sais plus parce que je n'ai pas mes notes sous les yeux. Continue Mathieu, allez. Je vous emmène à la neige, donc pas pour du ski, mais pour une course de voiture électrique sur glace. Regardez ces images. C'était une manche du e-Trophée Andros à Isola 2000, une station des Alpes du Sud. Vous voyez sur les images un Alsacien, Yann Erlaché, qui a terminé 4e de la première épreuve ce week-end et 1er de la deuxième épreuve. Il termine donc 5e du week-end. Alors pour sa première année à ce niveau-là, l'Alsacien est actuellement 3e au classement général. Il est donc toujours en course pour le titre. Prochaine étape ce week-end à Serre-Chevalier. Encore un Alsacien, encore de la neige, et on est dans les Alpes, on parle le bobsleigh, Marine, avec des nouvelles d'Heinrich. Oui, il participait ce week-end à une manche de Coupe du Monde à domicile en France, mais aussi dans la station dans laquelle il est licencié. Ça se passait à La Plagne. Il a terminé 9e en bob à 2 avec Dorian Otterville. Le binôme espérait faire mieux à la maison, mais après 3 étapes de Coupe du Monde, il grappille tout de même quelques places pour entrer dans le top 10. Ils sont donc actuellement 8e au classement général
général. Et à noter qu'en bob à 4, l'Alsacien a terminé 11e et donc 11e au classement général pour l'instant, Mathieu. Et on saura bien sûr la suite de ses aventures sur le circuit de la Coupe du Monde. On va parler de basket. C'est compliqué ce début 2020 pour la SIG. En basket, c'était compliqué déjà fin 2019. Une défaite en Coupe d'Europe pour entamer l'année. Et puis un gros morceau qui arrivait au Rhenus ce samedi soir, c'était Monaco avec son Armada. Un des plus gros budgets du championnat, sachant que la SIG a coupé, c'est séparé 2 joueurs. Travis Trice, son meneur, après le pivot Grant. Et la SIG était en plus privée de Damien Inglis. 7 joueurs pro valides seulement pour la SIG en blanc. Ça faisait peu pour défier l'Armada monégasque. Monaco en rouge évidemment, avec des têtes connues, Dibost, Paul Lacombe notamment, anciens joueurs de la SIG. Mais la SIG qui tient le coup dans le début du match, qui s'accroche et qui multiplie les égalités. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de jeu, la SIG est bien là, avec voilà, Dibost notamment, vous l'avez vu. Scotty Reynolds fait le boulot, Quentin Serron également à mi-distance. La SIG est dans le coup, même si Ali Traoré, son capitaine, est le seul intérieur de métier. Même si Monaco passe un petit 9-0 avant la pause, et bien à la mi-temps, au moment de retourner au vestiaire, les Strasbourgeois sont dans le coup, ils ne sont menés que de 7 points, 49-42. Ça se complique évidemment en seconde période, car Monaco accélère un petit peu, mais jusqu'à la 30e, la SIG reste dans les clous, malgré la grosse activité des Monégasques, 6 joueurs à plus de 10 points, et la SIG qui va quand même craquer un petit peu sur la fin, 15-16 points d'écart, et malgré un petit rapproché sur la toute fin, la SIG s'incline finalement 98-82, 11e victoire consécutive pour Monaco, plus que jamais leader du championnat devant l'Asvel. Compliqué pour la SIG, mais en tout cas l'état d'esprit affiché a plu à l'entraîneur Vincent Collet. On a montré un autre visage que ces dernières semaines, et ça c'était vraiment fondamental. Voilà, on avait beaucoup insisté, mais encore fallait-il le faire, et donc ça c'est une vraie satisfaction. Et maintenant il faut s'appuyer là-dessus pour faire encore mieux, et puis surtout on va voir le pivot qui va arriver dans la semaine. Et à partir de là, on va retrouver une équipe qui va ressembler à une équipe plus complète. Voilà. Voilà, effectivement, le pivot qui arrive, c'est le club a communiqué dessus dimanche soir. Il s'appelle Artyom Parakouski. C'est un pivot biélorusse qui arrive du Partizan de Belgrade, joueur d'expérience, 32 ans, joueur de taille et surtout 2,13 m, qui ne sera pas qualifié pour le match de Ligue des Champions décisif déjà pour la qualification de demain, mardi. La SIG est à Holon en Israël. Il devrait être prêt en tout cas, par contre, pour le déplacement à Nanterre. Ce sera samedi pour le compte du championnat marine. Je vous emmène à Mulhouse pour du hockey. Pour la 34e journée de Ligue Magnus, les Scorpions de Mulhouse affrontaient les Pionniers de Chamonix en blanc sur les images. Le début de match est à sens unique. Chamonix impose son rythme à l'image de ce choc, vous allez voir, et de cette altercation qui ont tout de même entraîné des pénalités pour les deux équipes. Mais après 10 minutes de jeu, les Mulhousiens sont menés 4-0. Alors on se dit que ça semble mal parti. Dans ce genre de scénario, plusieurs défaitistes seraient déjà rentrés chez eux. Mais dans les gradins et sur la glace, on se mobilise et ça paie une minute plus tard. Mulhouse inscrit son premier but de la rencontre, et puis en fin de deuxième tiers-temps, les Scorpions réduisent encore l'écart grâce à Downey qui ramène les siens à 2-4. Et puis sur cette belle lancée, c'est ensuite Laxo qui va enchaîner dans le dernier tiers-temps. Il reste alors encore 10 minutes aux Mulhousiens pour égaliser. Et Mulhouse devient inarrêtable et réalise quasi l'improbable en marquant ce 4e but. Les Mulhousiens sont revenus de très loin, mais le match n'est pas fini. Il y a égalité entre les deux équipes à moins de 5 minutes de la fin du match. Ce but de Bessinger à la 56e minute donne l'avantage aux Scorpions pour la première fois de la rencontre. Et pour finir en beauté, un 6e et dernier but synonyme de victoire pour Mulhouse, 6-4. Écoutez la réaction des joueurs et coach à l'issue de ce match qui risque de marquer les mémoires. C'est vraiment une soirée incroyable. Et voilà, on s'est fait peur un peu ce soir. C'est pas facile dans le hockey de revenir de 4-0, ça prend du caractère, beaucoup de courage, et ce soir on a démontré ça. Donc c'est une bonne expérience pour ce groupe qui est assez jeune, pour d'apprentissage, qu'on n'est jamais mort, il y a toujours une chance, il faut y croire et travailler, donc c'est ça le principal. Les Scorpions se rendent à Rouen mercredi pour la demi-finale de Coupe de France. Et puis qui sait, sur cette bonne lancée, ils emmèneront peut-être les supporters en finale à Bercy comme ils le rêvent. Regardez voilà sur les images. Allez, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment aux Mulhousiens d'aller à Paris pour cette finale de Coupe de France. On va parler d'un événement sportif alsacien, ça sera du handball, ça sera à la salle de la Rotonde à Strasbourg ce week-end. On en parlait en introduction, 3 clubs alsaciens, 3 clubs strasbourgeois qui s'associent pour proposer des matchs tout au long du week-end, avec en tête d'affiche samedi soir le match de National 1 de la SPTT, le match de D2 de l'ATH. Aurélien Durafour, comment on fait rentrer autant de matchs? Il y a combien de matchs déjà et comment on fait rentrer autant de matchs dans un seul week-end et une seule salle sur un seul terrain? Avec beaucoup d'intelligence collective, les personnes qui vont venir voir le week-end auront l'occasion d'assister à 7 matchs
3 matchs de la formation moins de 15 ans ESAB à SPTT. Et ensuite 2 matchs de National 1, un match de National 2 et un match de Division 2. Maxime Fissola, l'idée c'est pour la SPTT, enfin et pour les différents clubs, c'est quoi? C'est de monter un événement, de mettre un gros coup de projecteur sur le handball féminin? Ouais, surtout sur le handball féminin, je pense qu'aujourd'hui c'est important de faire l'accent sur ça. C'est des filles qui s'entraînent tous les jours et je pense que c'est bien de valoriser à un moment donné, sur un grand week-end comme ça, un événement de cette ampleur. Donc c'est intéressant pour nous, la SPTT, forcément, de travailler avec les SAB et l'ATH, c'est aussi le moment de pouvoir déjà collaborer, donc c'est hyper important. Ouais. Vous attendez potentiellement du monde. Je pense à vous qui encadrez des jeunes. Il y aura peut-être un peu plus de monde que d'habitude dans les gradins. Il y aura certainement plus de monde du fait de l'événement et c'est bien ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on voulait développer quelque chose de bien à la fois pour le sport féminin. C'est pas que le handball. De notre part, évidemment, pour développer le handball féminin et de faire une belle affiche. Pour ce qui est des jeunes, les SAV, c'est plutôt un club reconnu pour son côté masculin, avec une équipe en D2. Mais le club a toujours favorisé le développement également des féminines et m'a donné pratiquement l'occasion de faire une véritable académie de handball qui est en train de porter ses fruits. Du coup, on a fait une entente avec PTT et nous avons certainement parmi les meilleurs jeunes qui vont alimenter par la suite des équipes au niveau plus supérieur. On découvrira tout ça samedi donc, et dimanche à la Rotonde. Aurélien Durafour, il y aura des matchs, on va en parler dans un instant, mais c'est aussi l'occasion d'attirer du public, c'est une chose, mais de sensibiliser, de toucher des politiques, les entreprises, des partenaires pour les différents clubs, pour, comme dit, amorcer un peu la pompe du côté du sport féminin. Ouais, on profite d'un week-end où nos amis basketteurs, footballeurs, hockeyeurs, ça tombe bien, polistes ne jouent pas, et donc on imagine avoir un grand moment de rencontre avec toutes ces grandes familles politiques, économiques, de spectateurs et puis d'athlètes pour pouvoir discuter d'un sujet commun. C'est comment on arrive à mettre en avant les sportifs du territoire et les handballeuses du territoire strasbourgeois qui le méritent. Alors j'ai failli dire vous vous sacrifiez énorme, mais du coup vous proposez une superbe affiche puisque vous rencontrez un des leaders du groupe. Ça va être un gros challenge pour votre équipe qui a en plus en ce moment grandement besoin de points parce que c'est une grande fête, mais il y aura des matchs avec des points en jeu et qui valent cher en ce moment. Ouais, beaucoup de personnes nous questionnent pour savoir si on organise un Euro-tournoi au féminin. Je crois qu'il faut rappeler que c'est des matchs qui comptent pour la SPTT, pour les SAB, pour l'ATH et notamment l'ATH, on reçoit une équipe qui était en Ligue féminine l'année dernière. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir mesurer le chemin qui reste à parcourir pour une structure alsacienne pour aller vers le très haut niveau. Maxime, match important aussi du côté de la SPTT. Vous avez longtemps joué, vous avez joué beaucoup les rôles en National 1. Est-ce que vous aspirez peut-être à monter en D2 ? Alors pour cette saison, on a dû revoir un peu nos objectifs par rapport à ce qu'on a loupé ou échappé, je ne sais pas, l'année dernière pour la montée en D2. Aujourd'hui, on a une nouvelle politique, on essaie de restructurer différemment, on a forcément changé d'objectif et forcément le match de demain est hyper important. On reçoit une équipe en dessous de nous au classement. On a fauté un peu contre Yus où on aurait dû réagir un peu mieux et pouvoir gagner ce match. Donc c'est vrai qu'il est important pour nous, pour la dynamique qu'on est en train de mettre en place et pour valoriser le travail qu'on a fait contre Altkirch, le dernier déplacement qu'on a eu samedi dernier. Donc oui, c'est hyper important et être dans le haut de tableau, pour moi, c'est un objectif et c'est un besoin et une nécessité. Voilà. Marc Schirmer, pour vos jeunes joueuses, c'est aussi l'occasion en jouant sur la même journée, dans la même salle, de voir le haut niveau, le très haut niveau avec les équipes féminines de la région qui sont en N1, qui sont en D2, de toucher ça d'un petit peu plus près encore. Bien sûr, bien que nos filles faut savoir quand même, quand je parlais de l'académie de handball, nous avons quand même 3 filles au pôle. Nous avons 6 filles qui vont représenter le Bas-Rhin la semaine prochaine dans les championnats intercom. Ce sont des filles qui sont déjà très très engagées. Il faut savoir qu'elles s'entraînent également 4 fois par semaine, à 14 ans, 13-14 ans. Et on a vraiment l'ambition d'amener cette génération-là
qui est une belle génération vers le haut, qui va renouveler les générations qui sont en train de jouer et puis qui sont en train de confirmer que le handball alsacien a sa place, a toute sa place. Ça se passe ce samedi et ce dimanche à la salle de la Rotonde. Vous restez tous les trois avec nous, notamment donc le match de la SPTT contre Épinal à 18h30 et ATH Saint-Amand à 21h. Marine, on parlera handball dans un instant, mais des nouvelles d'une Alsacienne qui a, elle, des rêves olympiques aussi plein la tête, c'est Charlotte Lembar qui s'est plutôt bien débrouillée ce week-end. Oui, elle participait au Grand Prix de sabre de Montréal. C'est un tournoi international qui a réuni de nombreux athlètes en pleine préparation des Jeux. La Strasbourgeoise a battu 2 de ses compatriotes en 8e et quart de finale. Et en demi, elle affrontait la Russe Olga Nikitina, c'est pas facile à dire, que vous voyez sur les images. Mais l'Alsacienne n'a pas su faire le poids et s'est inclinée 15-6. Charlotte Lembar rentrera tout de même en France avec une médaille de bronze et surtout, elle marque des points puisque c'est une épreuve sélective pour les Jeux. Allez, on va parler d'un autre Alsacien qui rêve lui aussi de Jeux Olympiques. C'est un athlète qui s'appelle Baptiste Michler. Sa spécialité, c'est le 1500 mètres, comme un certain Mehdi Bala il y a quelques années. Les championnats du Bas-Rhin de cross faisaient étape chez lui à Brumath. Je vous emmène, si vous êtes prêts, c'est parti. Au coup de pistolet, on a libéré tout au long de la journée sur le plan d'eau de Brumath tous les meilleurs athlètes et crossmen de la région. Tous les clubs barinois s'étaient donné rendez-vous puisqu'il y avait les championnats du Haut-Rhin du côté de Neuf-Brisach en parallèle. Des courses tout au long de la journée pour s'expliquer, pour ceux qui sont plutôt évidemment adeptes de la piste ou de distances plus longues pendant le reste de la saison. Avec, vous l'avez vu, un petit passage sur la plage histoire de faire ça bien. Ava Kleinman s'impose chez les féminines, notamment au sprint devant Latifa Mokhtari. Avec le sourire, ça paraît presque facile après 5 bons kilomètres. La course la plus attendue de la journée, c'est celle-ci, le cross long chez les garçons, 8 km 5 avec un plateau de niveau international, rien de moins, puisque Baptiste Michler effectivement courait donc à domicile, lui l'ancien qui était 4e au dernier championnat d'Europe sur 1500 mètres. Mohamed Amin El Bouadjaji, vous l'avez vu avec son improbable perruque, ancien champion d'Europe de cross cet hiver. Et en rouge et blanc, vous avez vu passer Mohamed Amin Kodat, champion de France junior sur 5000, que des athlètes de l'équipe de France. Baptiste Michler à domicile a fait cavalier seul et s'impose avec brio, et vous le voyez avec une belle marge sur ses deux concurrents. Lui qui partira, dont c'est le seul cross de l'hiver en Alsace. Il part en stage en Éthiopie pour préparer sa saison sur 1500 avec 2 gros objectifs en tête à seulement 23 ans, les Jeux Olympiques de Tokyo et les championnats d'Europe avec l'équipe de France qui auront lieu à Paris, eux, au début du mois de septembre. Écoutez-le sur ces 2 objectifs. C'est vrai que je suis encore jeune, j'ai 22 ans, faire des Jeux Olympiques, surtout sur 1500 mètres, une épreuve à maturité très tardive. C'est assez compliqué, mais si j'ai une petite chance d'y aller, j'aimerais bien la saisir. L'an dernier, c'était une saison un peu compliquée, donc j'essaye de surfer sur la vague montante de la saison passée un peu moyenne pour justement essayer de décrocher ces 2 objectifs très difficiles, mais qui, je pense, qu'ils sont abordables. Mon coach pense que c'est abordable si je travaille bien, si je suis sérieux. Du football à présent, le Racing a été battu à Metz ce week-end. Et nous, on descend, Mathieu, de quelques échelons, 3 particulièrement, pour parler d'un club alsacien qui évolue en National 2. En National 2, ouais, où il y a 3 clubs alsaciens, Haguenau, Mulhouse et le Sporting Club de Schiltigheim. Schillig qui a des ambitions de regarder vers le haut depuis quelques années. C'est très compliqué pour les Schillicois qui recevaient Drancy, et après une série de 5 défaites consécutives en 2019, il fallait attaquer 2020 contre un concurrent direct pour le maintien. Et quand rien ne va, ça va pas du tout. Drancy, sa première incursion, obtient un penalty. Thomas Martin qui déséquilibre connaît. Le penalty, c'est pour Penel qui trompe Guillaume Gauquelin, l'ancien portier du Racing. Et sur leur deuxième incursion, 5 minutes plus tard, le Schiltigheim qui boit le calice jusqu'à la ligne. Thomas Martin qui avait provoqué le péno dévie la frappe, ça fait 2-0. Les Schillicois auront beaucoup de mal à réagir dans cette première mi-temps un petit peu groggy. Il n'y a pas assez de vitesse, il n'y a pas assez de rythme. Il n'y a personne pour faire la différence de manière individuelle. Mais dans le temps additionnel de la première mi-temps, le bon enchaînement, contrôle, frappe de Metzler remet un petit peu d'espoir du côté du Sporting. 2-1 donc à la pause. Espoir de courte durée, 120 secondes de jeu seulement en seconde période. Cette relance manquée. Drancy qui n'en demande pas tant, ça joue simple et efficace. Un long ballon vers l'avant pour Koumbi, auteur du but précédent. L'attaquant de Drancy qui gagne son duel et qui s'en va battre Gauquelin. 3-1 pour Drancy qui refait le break. Et on aura une deuxième mi-temps très pénible à suivre pour tout le monde. Schiltigheim n'y arrive pas, se crée très peu d'occasions et va vivre une soirée véritablement noire. Un joueur expulsé, Larsen Touré de retour de blessure qui se blesse à nouveau. Schiltigheim enchaîne donc une 6e défaite consécutive. Sanction immédiate évidemment au classement. Les Schillicois ferment la marche, ils sont derniers de National 2. Haguenau qui a fait un très bon nul chez le leader invaincu Sedan est toujours dans la lutte pour le maintien après un début de saison catastrophique. Et Mulhouse qui a perdu à Bastia est 11e. Les clubs alsaciens dans le fond du classement. On suivra ça, mais c'est pas brillant pour l'instant, Marine.
On passe un petit sujet. On parle handball ? Non. On parle handball encore si, pardon, on va écouter, mais heureusement que vous êtes là. On va écouter Stéphane Crusset, l'entraîneur du Sporting Club de Schiltigheim, entre abattement et colère envers ses joueurs. Quand on joue le maintien, ça, je pense que s'ils n'ont pas conscience, il va falloir qu'ils ouvrent quand même leurs yeux. Mais l'état d'esprit, j'ai pas l'impression qu'on l'a. L'impression qu'il y a la moitié d'équipe qui n'a pas le niveau et que l'autre se pose des questions et ne se bat pas comme une équipe qui devrait se battre pour se maintenir. Ce qui me gêne, c'est l'état d'esprit de certains. Mouiller le maillot pour son club, comme ça existait par le passé, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Et ça me chagrine. Allez, il faudra rebondir en tout cas pour le Sporting et puis essayer de sauver cette place en National 2. On va continuer de parler handball avec nos invités avec ce week-end de gala à la Rotonde samedi et dimanche à Strasbourg. Côté coulisses cette fois-ci, ça s'appelle rien du tout, ça s'appelle dans le vestiaire et c'est avec Marine 10. Alors le mois de janvier, c'est souvent synonyme de résolution. Alors Mathieu va peut-être réviser ses fiches pour la semaine prochaine. Est-ce qu'en tant que coach, on a aussi des résolutions ? Aurélien. Je vais vous surprendre, mais j'en ai pas beaucoup pris cette année. Pas du tout. Pas du tout même. C'est les joueuses qui doivent en prendre. Non, on n'a pas beaucoup coupé cette année. On a joué le 4 janvier, donc on s'est beaucoup entraîné entre Noël et Nouvel An. Et finalement, ça nous a pas donné cette impression d'avoir le temps de fêter et de prendre des bonnes résolutions. Est-ce qu'on resserre peut-être un peu plus les vis au mois de janvier, après la reprise, on se dit peut-être notamment chez les jeunes ? C'est une période difficile. Hein. Tous les ans, la trêve entraîne de la fatigue, entraîne des difficultés à reprendre le championnat. Les filles ont quand même travaillé pendant les vacances et nous avons une particularité cette année avec l'entente avec les PDT. On a regroupé quand même 35 filles du même âge pour faire 3 équipes. Et il a fallu tout reprendre à zéro pour un petit peu reconstruire ces équipes qui, il faut dire, se promènent un petit peu en championnat maintenant. Mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Alors, autre question, Maxime, la dernière fois que vous avez été énervé sur le terrain. Votre dernière peut-être gueulante. Alors c'était le 4 janvier, on n'avait pas encore pris les résolutions, donc je pense qu'il aurait fallu le faire juste avant. Mais ouais, ma dernière gueulante, c'était justement contre Utz, où c'est, je pense, pour moi, la défaite la plus rageante depuis que j'ai ce poste. Donc voilà. C'est-à-dire, vous poussez des cris, vous vous énervez ? Je pousse un peu tout, des cris, mais après c'est surtout essayer de se contrôler, essayer de comprendre pourquoi et pas justement diffuser cette colère, mais surtout répondre à ce qu'il faut sur le terrain. Après, je vous dis pas forcément ce que j'ai dit aux joueuses, ni ce qui s'est passé dans le vestiaire. mais non, mais je pense qu'après ça fait du bien aussi d'exprimer sa colère. Et c'est normal dans un métier aussi passionnant, à un moment donné, d'avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, mais des fois beaucoup de colère. Et là, c'était le cas de la colère. Voilà. Et justement, joie après les victoires. Alors, c'est quoi d'abord ? Plutôt le selfie de la victoire ou d'abord le discours plutôt conventionnel de fin de match ? Dans l'ordre, c'est d'abord le discours et ensuite savourer le selfie de réconfort. Voilà, ouais. Comme on a pu le faire à Altkirch, où il y a eu un résultat très positif dans le contenu, dans le comportement de mes joueuses. Et ça fait du bien de retrouver le selfie en 2020. Ouais. C'est pareil pour vous, Aurélien, dans le même ordre ? On ne fait pas trop de selfies, on l'a fait quand on était c'est une résolution à prendre, peut-être. En National 1. Si on arrive à battre Saint-Amand, je m'engage à vous envoyer, Marine, un selfie de l'équipe samedi soir à la Rotonde. Parfait, c'est noté. Chez les jeunes, il y a beaucoup de selfies. Est-ce qu'il y a des fois des petits problèmes, peut-être même au niveau des téléphones ? Il faut savoir gérer tout ça. Il faut gérer ça également. Puis, elles ont bien compris. Par contre, on a énormément de parents qui, eux... inondent les réseaux sociaux d'images, de morceaux de films. Vous le prenez bien en se disant bah tiens ça fait circuler de l'info, ça fait de la pub pour l'équipe, pour les matchs ou autre, ou il faut mettre des holas à certains moments ? Non, moi je le prends très bien parce que ça montre une dynamique que j'ai jamais connue autour de nos équipes de jeunes, avec des parents qui nous suivent et qui sont autant impliqués pratiquement que leurs enfants dans ces championnats et dans la vie de club, dans la vie associative. Donc les smartphones, ça c'est le bon effet des smartphones sur le sport. Ça peut être le bon effet. Dernière question, réponse très rapide. Vous avez tous la même écharpe là. Si on vous demandait peut-être le temps d'un match, d'une soirée, d'échanger vos maillots respectifs, est-ce que vous accepteriez ? Avec Maxime, sans problème, parce qu'on est le même équipementier. Avec les SAB, il faut encore qu'on travaille à mettre d'accord les équipementiers.
C'est noté, on retient. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus ce soir. On rappelle que ça se passe à la salle de la Rotonde samedi et dimanche, un week-end de 100% handball féminin et sport féminin à l'honneur. On y sera évidemment et vous revivrez ça dans le Top Sport de lundi prochain. Et ben, bon courage à tous pour cette organisation et puis que des victoires au programme. Merci beaucoup. Merci Gros beaucoup. challenge. Marine, merci beaucoup. On vous retrouve lundi prochain évidemment en parapente ou pas. Et puis ça sera Lionel Augier demain aux manettes. La suite évidemment c'est Nicolas Riffel avec Grain de sel dans un restaurant à Agneau qui s'appelle Grain de sel. Comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. On va parler curry, on va parler poisson. Bon appétit. À demain. Salut. Aujourd'hui, je suis à Haguenau pour vous faire découvrir un restaurant qui s'appelle Grain de sel, comme l'émission, et avec un S. Bon, Julia, avant de monter cuisiner, je veux savoir une seule chose. Tout le monde veut le savoir. Pourquoi Grain de sel? Pour toi, Nico. En hommage à ton émission. Je l'ai demandé à la ville, ils l'ont pas encore faite. En fait, Grain de sel, c'est à la base, c'était parti d'une boutade avec mon épouse. Elle m'a dit, je dis, je vais ouvrir un resto. Elle me dit, comment je l'appelle? Elle m'a dit, fais poivre sel comme tes cheveux. Je dis, super, merci, c'est sympa. Et après, je me dis, on a le sel de Schneuring, mon nom de famille. Je dis, il manque le G de Gilles, Grain de sel, mes initiales, tout simplement. Énorme, classe. Voilà. Et pourquoi le S? Pour pas faire comme toi. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je te propose dorade royale sur mousseline de patate douce, betterave rouge, fruits de la passion et une sauce au curry. Ok, feu. Tu commences par quoi? Déjà, on va lancer les cuissons donc, pour commencer. D'accord. Donc, on va éplucher la patate douce. Ok. Il y a des patates douces qui poussent en Alsace? Bien sûr, tout pousse en Alsace. C'est magnifique la région. Alors, tu as recherché quoi dans le plat là, un petit peu dans là, en fait, j'ai essayé de rechercher un plat justement un peu atypique qu'on ne trouve pas partout. Justement, le mélange un petit peu d'un produit comme la betterave qui est un produit assez terreux, rajouter une note exotique dedans, justement avec le fruit de la passion, quelque chose d'un peu surprenant qu'on ne pense pas forcément à faire à la maison. On l'a mis à la carte là et en fait il a tellement de succès qu'à partir de maintenant il est devenu plat signature du restaurant. D'accord. De l'eau, une pincée de fleur de sel, on va le laisser cuire comme une purée, très cuit. Je démarrais la sauce curry. D'accord. Pour la sauce curry, il faut faire une petite réduction à la base, une petite réduction de vin blanc, donc pareil, ça se démarre. On démarre toujours d'abord les cuissons. Un peu de vin blanc, on va le poser à côté de la patate douce et on va laisser tout cuire tranquillement. D'accord. Et maintenant le dernier ingrédient, le troisième pour la cuisson, c'est la betterave rouge. Une petite échalote, un peu de beurre dans la casserole. On met les échalotes, on va les laisser revenir un petit peu. On ajoute la betterave rouge, coupée en petits cubes, pas trop fin, qui est quand même de la mâche après dans l'assiette. Voilà, on va mouiller, on va couvrir. Ça reste bien en vapeur et on va le laisser cuire jusqu'à ce que ça cuit fondant. Donc maintenant on va lever le poisson. D'accord. Je l'ai déjà écaillé. C'est quand même technique, hein? Ouais. On sent quand même l'expérience. Ouais, on en a fait quelques milliers déjà, voire peut-être même plus. Maintenant on va les désarrêter encore. On enlève le petit morceau de queue parce que ça c'est vite trop cuit. Enfin, on fait un fumet de poisson avec et ça sera la base des sauces derrière justement. Là, on va remouiller la sauce qu'on a démarré, la réduction vin blanc, avec un peu de fumée de poisson. D'accord. Ouais, donc on jette rien. Tout, on jette rien. Et après, je l'incise toujours la peau de la dorade. Donc comme ça, la chaleur, elle pénètre bien pendant la cuisson à l'intérieur et en même temps, ça fait un joli petit quadrillage sur l'assiette derrière. D'accord. Alors toute cette technique, tu l'as acquise comment? Parce que tu es un tout jeune chef. Oui, quand même. Tout jeune, oui. Tu as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à cuisiner la cuisine à l'âge de 14 ans. Apprentissage? Apprentissage. C'était où? Apprentissage au Cheval Blanc, à Lembar. Ok. Ferrand Mixler. Ok. Donc, très belle maison. Déjà 2 étoiles à l'époque? 2 étoiles à l'époque, ouais. Donc, j'ai commencé là-bas, 14 ans. Je suis resté là-bas justement pendant 16 ans. Parce que c'est une maison qui. 14 ans, 16 ans. Ouais. Jusqu'à 30 ans, quoi. Ouais, jusqu'à 30 ans, j'étais là-bas. Incroyable. Donc, la sauce, elle a réduit. Ok. On va ajouter un fumet de poisson. Et ça, on va laisser cuire un petit peu aussi, qu'il prenne le goût du vin et de l'échalote. On va le crémer. C'est toujours à peu près un tiers. Un tiers vin blanc, un tiers fumée de poisson et après un tiers crème. D'accord. Toujours avant réduction. Sel, poivre, le curry et un petit peu de spigol. Donc ça, c'est une épice qui va aider à colorer la sauce justement. Donner une belle couleur jaune derrière. Donc là, il y a une sauce. On va la passer au chinoétamine, justement pour enlever les morceaux d'échalote qui restent, tout ça. Donc là, on va faire le fruit de la passion maintenant. On va le couper, on va le vider, on va récupérer la pulpe de passion à l'intérieur. Donc maintenant, tous les ingrédients de notre recette sont cuits, sont prêts. Prochaine étape, c'est cuire le poisson. On va l'assaisonner. Peau et chair, sel, poivre. On démarre. Alors une poêle chaude anti-adhésive, un peu d'huile. On va bien laisser chauffer. C'est une cuisson rapide. À peu près 2 minutes sur peau et 2 minutes de l'autre côté.
Une petite noisette de beurre. Et là, on va nourrir maintenant le poisson. Je baisse le feu. Mousseline de patate douce, la betterave rouge, fruit de la passion. La sauce au curry, on va la faire mousser un petit peu. La dorade. Donc ça, c'est du fruit de la passion, des crispy de fruit de la passion. De la betterave rouge cuite qu'on a travaillé en chips. Isocresse, dorade, patate douce, betterave, fruit de la passion, sauce curry. Et surtout, ne soyez pas sages.